Laurence Fischer, bonjour. Vous êtes Bonjour, championne du monde de karaté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire vos collègues sportifs? Absolument d'accord. C'est très, très vrai. Le sport, c'est vraiment c'est universel. C'est universel et c'est tout ce qui a été dit sur le fait que les gens soient fédérés, que c'est aussi quand on est face à des jeunes qui sont en reconstruction, qui sont issus de situations post-guerre ou qui sont dans des situations vraiment où ils sont vulnérables, c'est un magnifique outil de reconstruction. Pour eux, en tout cas. Alors, vous avez rencontré, par exemple, des femmes en Afghanistan oui. Que vous avez aidées à se reconstruire par le karaté. Tout à fait. Après, je viens avec mon expertise et je viens aussi pour, en tant qu'exemple aussi pour elles, pour leur donner de l'espoir, de la dignité et leur assurer que le fait de pratiquer cette discipline peut les amener à s'émanciper. Et ça, c'est beaucoup. Alors, il y a eu donc ces femmes d'Afghanistan oui. et vous êtes également allée à Bukavu pour rencontrer ces femmes victimes de viol. En fait, voilà, c'est vraiment de se rendre compte que dans ce contexte qui est difficile, où elles sont traumatisées, le fait de pouvoir pratiquer, c'est pour elles aussi se réapproprier leur corps et pouvoir, à travers une discipline qui demande une énergie, de concentrer son énergie et vraiment de la projeter, aussi de pouvoir ressortir toute la colère qu'elles peuvent avoir aussi en elles et vraiment de retrouver dignité et force et espoir. Donc ça, c'est des choses qui, quand vous voyez l'effet que ça fait, c'est quasi magique parce que ça leur donne aussi du sens et c'est une attention qui leur est portée qu'elles n'avaient pas avant et où elles pouvaient aussi se retrouver seules face à leur traumatisme. Alors, vous parliez de votre expérience auprès des écoles de l'espoir, donc à Bukavu. On va maintenant aller en Guinée pour voir un autre exemple des écoles de l'espoir avec Michael Sylvestre. D'origine antillaise, Michael Sylvestre a de lointaines racines guinéennes. Lorsque l'UNESCO lui a proposé de financer l'internat de Cancan, il n'a pas hésité bien longtemps. Ce qui m'a motivé, c'est la naissance de mes enfants. Je me suis rendu compte de l'importance de l'éducation et j'ai vraiment considéré cet aspect comme le moyen de lutte contre la pauvreté. Des enfants au parcours douloureux. Comme Souaré et Mohamed, tous les deux sont ivoiriens. Ils ont fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier en Guinée. Tous les deux ont perdu leurs parents dans la guerre. Les autres enfants sont guinéens, âgés de 14 à 16 ans. En arrivant ici, ils ne savaient ni lire ni écrire. Issus de familles très pauvres, tous vivaient dans la rue. Ils étaient des pousseurs de charrettes. Pour comprendre ce qu'ont vécu les enfants du centre Michael Sylvestre, le marché de Cancan. Comme chaque jour, Amadou et sa bande de copains sont derrière leur charrette. Ils transportent des marchandises pour les commerçants. Je pousse ma charrette du matin au soir. Et puis je la rends au loueur et je rentre me coucher à la gare routière. Combien je gagne? Pour ce boulot, quand j'ai de la chance, je gagne 10 000 francs. 10 000 francs guinéens, c'est-à-dire 2 €, à peine de quoi se payer un repas par jour. Amadou a quitté l'école à 9 ans, il en a aujourd'hui 13. Il fait partie des 50% d'enfants analphabètes du pays, des enfants complètement méprisés. Ici, ce n'est pas seulement un toit et une famille que ces enfants ont trouvé, ils ont surtout retrouvé leur dignité. Quant à Amadou et ses copains, ils pourraient d'ici 2 ans intégrer la 2e promotion du centre Michael Sylvestre. Marie-Josée Lalard, bonjour. Vous êtes ancienne fonctionnaire de l'UNESCO et vous avez donc soutenu le footballeur Michael Sylvestre dans la création de sa fondation. Alors, qu'apportent en plus les athlètes dans ce type d'œuvre? D'abord, ils apportent leur notoriété, ce qui est extrêmement important en ce qui concerne les enfants de la rue, c'est-à-dire les enfants qui dorment dans la rue et qui sont rejetés par tout le monde, puisqu'on les appelle Magbété au Togo, ça veut dire les cailloux du marché, etc. Dans chaque pays, il y a un nom comme ça différent pour appeler ou nommer ces enfants. Et donc, Michael a apporté l'alphabétisation
pour ces enfants qui ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter, ce qui est extrêmement important. Et puisqu'il s'agit d'enfants de 14 à 16, 17 ans, on leur donne aussi une formation professionnelle. Et grâce à Michael, il y a maintenant quand même des centaines d'enfants, puisque la promotion dure 10 mois à peu près, ou 1 an, suivant la situation psychologique de l'enfant. Et donc, après, l'enfant devient autonome parce qu'il a un métier, qu'il peut exercer son métier et retrouver sa dignité. Et donc, Michael a sauvé des centaines Alors, d'enfants. Michael Voilà. Sylvestre, on vient de le voir, mais vous entraînez aussi d'autres sportifs de haut niveau. Oui. Par exemple, lors de ce marathon de la paix à Bujumbura, il y avait Marie-Josée Pérec, il y en avait encore beaucoup d'autres. Vous allez nous dire qui? Oui, bien sûr. Richard Dacoury, Pascal Gentil, Laurence Fischer, Laurent Chambertin. Alors, quel était l'objectif de ce marathon? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer en entraînant tous ces sportifs avec vous? Oui, c'était pour que ce marathon, qui ne concernait pas que le Burundi, qui concernait aussi tous les pays de la région des Grands Lacs, puisse signer des accords de paix. Ce qui a été fait d'ailleurs, des accords de paix ont été signés pour que les rebelles ne soient plus accueillis en Tanzanie, par exemple. Bon, donc avec le sport, d'une certaine façon, on arrive à faire bouger des lignes politiques, c'est ce que vous dites. Parce que là, il y a quand même eu des milliers de personnes, Laurence, je ne me trompe pas, des milliers de personnes qui ont participé à ce marathon de la paix, pas seulement les Burundais, donc les Tanzaniens, les Kenyans, etc., tous les gens de la sous-région, de la région des Grands Lacs. Et c'était extrêmement impressionnant, ce grand élan de fraternité, de paix, grâce aux sportifs qui sont arrivés, entre tous les peuples qui, bon, normalement, se frottent un peu autrement qu'en courant un marathon. Alors, outre cette initiative, vous avez aussi lancé l'espérance et solidarité autour d'un ballon il y a quelques années à l'UNESCO. Oui. Donc, il s'agissait de quoi cette fois-ci? Il s'agissait pareil, puisque j'étais au secteur de l'éducation, donc je m'occupais de l'alphabétisation. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, à l'occasion de missions précises sur le terrain, qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas de papier, qui n'étaient pas inscrits au registre d'état civil. Donc, on ne peut pas les comptabiliser dans les statistiques qui sont tant de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne sont pas alphabétisés. Donc, pour ces enfants, j'ai vraiment rapidement compris, parce que je ne suis pas une ancienne sportive de haut niveau, mais une ancienne escrimeuse quand même, donc j'ai flirté un peu avec le sport. Et donc j'ai rapidement compris que le sport pouvait être très utile pour sortir, aider ces enfants à retrouver leur dignité. C'est de ça dont il s'agit essentiellement. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes également l'auteur des Enfants invisibles, histoire des enfants des rues, donc qui est paru chez Actes Sud. Merci encore. Merci.